Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de janvier. On va commencer par les statistiques. Au mois de janvier, j'ai lu 9 livres, je n'en ai abandonné aucun. Sur les 9 livres, il y en a 7 que j'ai lus en version physique, dont un que j'ai lu en couplage avec la version audio et 2 que j'ai lus en version numérique. J'ai lu un total de 2832 pages, ce qui représente approximativement 91 pages par jour. Ma moyenne de lecture, c'est 4 étoiles. J'ai intégré 10 livres à ma pile à lire et j'en ai supprimé 11. Petite précision, les 11 titres que j'ai supprimés de ma pile à lire au mois de janvier, ce sont des titres que j'avais déjà lus en fait. C'est les éditions RBA des romans de Jane Austen et des Sœurs Brontë que j'avais déjà lus et les 2 éditions Tibère de Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés et Jane Eyre, donc il y en avait 3. Voilà, donc c'est ces titres-là que j'ai supprimés de ma pile à lire, étant donné que je les ai déjà lus, même si c'était dans une autre édition. J'ai préféré ne pas les laisser à ma pile à lire, intégrer à ma pile à lire et les enlever. Je conserve ces livres, je les garde, je ne vais pas les revendre, mais je ne les mets pas dans mes livres à relire. Du coup, on est parti comme d'habitude avec mes lectures du mois de janvier dans l'ordre chronologique. Là, les premières lectures que j'ai faites au mois de janvier, c'était la relecture du tome 1 et la lecture du tome 2 du Vrai sexe de la vraie vie de Si. C'est une bande dessinée. Je vais poser le tome 2, ce sera plus simple. C'est une bande dessinée, il faut pas que je... voilà. Une bande dessinée réalisée par Si, qui aborde via plusieurs petites scénettes des scènes de la sexualité de tout le monde, des hommes, des femmes, des personnes non binaires, des sexualités homosexuelles. Je sais pas si ça se dit, une personne est homosexuelle, pas une sexualité. Homosexuelle, hétérosexuelle, transsexuelle, bisexuelle, tous les gens. Alors tous, peut-être pas forcément, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se retrouveront dans aucune scénette, mais en tout cas, il y a un très très chouette panel de diversité dans ces histoires. Et en gros, Si aborde et présente le sexe de la vraie vie, tout simplement, tel qu'il est vécu au quotidien, avec tout ce que ça peut avoir de tendre, de drôle, de raté parfois aussi. Voilà. Et j'adore ces bandes dessinées. C'était un vrai plaisir de retrouver, de relire le tome 1 et de découvrir le tome 2. J'ai adoré, j'ai passé un très très chouette moment. Je ne pouvais pas leur mettre une autre note que 20 sur 20, 5 étoiles, 10 dans Copile. Voilà, elles ont atteint les notes maximales à chaque fois pour tous les critères. J'aime énormément le style de l'autrice, de l'illustratrice et je suis contente. J'espère qu'elle en refera un jour. Je suis pas sûre que ce soit prévu dans l'immédiat, je crois qu'elle bosse beaucoup sur d'autres projets en ce moment. Mais, why not? Ça peut être une chouette idée et en tout cas, si jamais il y en a d'autres épisodes qui sortent, je serais ravie de les découvrir. Ensuite, un des 2 titres numériques que j'ai lu et que je n'ai pas avec moi, du coup je vous mettrai la couverture par ici, c'était Du roi je serai l'assassin. Alors je vous ai pas dit, le sexe de la vraie vie, c'était pour... il était dans ma palle des cartes pour 3 fois la lettre E, je crois. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et Du roi je serai l'assassin, c'était un livre du Plib, toujours dans ma palle des cartes, pour ce critère. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de jumeaux, un frère et une sœur, qui vivent à Grenade. J'ai un doute maintenant, mais je crois que c'est ça. À l'époque des croisades, Charles Quint, etc. Charles Quint vient juste de mourir et la famille de nos 2 protagonistes est, comment dire, un peu déchirée. Le grand-père est décédé, la mère est décédée, ils sont seuls avec leur père. Et leur père fait semblant d'être un bon catholique pour ne pas avoir à fuir le pays, mais il va décider d'embaucher une préceptrice pour devenir la tutrice de ses enfants et pour qu'elle leur apprenne l'histoire, la géographie, etc. Mais également les valeurs de l'islam, le Coran, l'étude du Coran, etc. Parce que même s'il fait semblant d'être catholique, leur papa est musulman. Donc nos héros vont grandir dans cet univers très plein de dissimulation. En fait, il faut absolument cacher sa véritable identité, ses véritables croyances pour ne pas être
mis au banc de la société, voire pire. Et on va suivre un peu l'évolution de ces personnages dans un univers violent, dans un univers très dur. Ils vivent avec un père qui, au départ, tout se passe bien. Et puis, ils grandissent et leur père devient de plus en plus autoritaire et violent, que ce soit verbalement ou physiquement. Nos jumeaux vont essayer de s'enfuir, enfin, non pas de s'enfuir, mais de partir. Ils vont partir étudier en France, à Montpellier. Et ils vont faire des rencontres, et comme je vous l'ai dit, on est en plein dans les guerres de religion, que ce soit à Grenade ou à Montpellier. Donc voilà, c'est un univers qui est très sombre. Alors j'ai adoré la plume de l'auteur. Jean-Laurent Del Socorro a un talent absolument incroyable pour lier la fiction et la réalité, et c'est ça que j'aime énormément chez lui. Et j'étais pas hyper familière de cette époque, je le suis pas forcément beaucoup plus maintenant, mais ça m'a permis d'apprendre des choses et de voir un peu l'ambiance qui se dégageait de cette époque historique. J'ai bien aimé ma lecture, même si j'ai énormément préféré Je suis fille de rage, qui avait été un énorme coup de cœur pour moi il y a 2 ans, je crois. Du coup, Du roi je serai l'assassin, je lui ai mis 14 sur 20 sur Livradicte, 5 étoiles sur Goodreads. Et dans Copain, il a atteint la note de 7,29. C'était assez long, très lent, et autant c'est pas forcément quelque chose qui me dérange d'habitude, autant là, j'arrivais pas à spécialement m'attacher aux personnages. À la limite, ce qui leur arrivait m'intéressait pas forcément. Je sais pas, peut-être, ouais, je pense que c'est vraiment ça, ce manque d'attachement au personnage qui a fait que l'histoire m'a un peu moins plu. Ensuite, dans ma palle des cartes pour une lecture commune et deuxième titre que j'ai lu en version numérique, King of Cards de Leigh Bardugo, le tome 1, c'est le premier volume de la dernière duologie dans l'univers Grisha de cette autrice. Alors, je vous dis que c'est la dernière duologie, mais il me semble avoir lu quelque part que l'autrice était en train de travailler sur... Alors, soit un tome 3, soit un roman qui se déroulerait dans le même univers que Six of Crows. Donc, pas sûr que ce soit la fin. Dans King of Scars, et je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que, comme je vous l'ai dit, il s'agit du premier tome de la 3e duologie. Donc, c'est le tome 6 en tout, dans le Grishaverse. Donc, il s'est passé plein de choses avant. Je vous conseille vraiment de lire Grisha et Six of Crows avant de lire King of Scars. Ce n'est pas obligatoire. Vous comprendrez ce qui se passe. Mais il y a quand même des éléments que vous allez manquer, je pense. Dans le premier tome de King of Scars, notre personnage principal est l'un des personnages secondaires de la première duologie, qu'on voit également apparaître, première trilogie, qu'on voit également apparaître dans la deuxième duologie. Je vais dire série plutôt que trilogie et duologie, parce qu'en fait il y a une trilogie et 2 duologies. Donc, le personnage principal de la 3e série est un des personnages secondaires de la première série qu'on voit réapparaître également dans la 2e série. C'est un des personnages que j'aime le plus, je suis ravie qu'il ait droit à sa propre duologie. Malheureusement, j'ai été déçue par la fin de ce premier tome. Je trouve que l'autrice a pris une facilité, elle avait pas mal de possibilités, je ne vais pas dire non plus énormément, mais elle avait quelques possibilités, je pense, pour orienter son histoire et sa duologie. Et malheureusement, elle a pris la route la plus facile et celle que j'aurais préféré qu'elle évite. Je ne vais pas vous dire pourquoi, bien sûr, pour ne pas vous spoiler la fin de l'histoire et la fin de un peu tout, en fait. Donc, je ne peux rien vous dire, je suis désolée, ça ne sera pas très clair pour vous. Du coup, l'histoire de base... la logique, pareil pour moi, c'est vraiment la logique qui a péché sur cette lecture, c'est dommage. Et puis surtout, on revient à ce côté assez religieux de cette série qui malheureusement me plaît pas énormément. C'est vraiment l'aspect de la série que j'aime le moins, je pense. Et problème, c'est que là, voilà, comme dit, on est parti un peu dans ce délire et bon, c'est comme ça. Malheureusement, j'ai beaucoup moins adhéré que les volumes précédents dans le même univers. Et c'est triste parce que le tome 2 de Six of Crows avait été, si ce n'est un énorme coup de cœur, au moins une excellente lecture et j'avais pris une sacrée claque et j'avais adoré ce titre. Et le tome qui arrive juste après, c'est retombé comme un soufflé. Donc, il me reste un tome de cette duologie et donc pour l'instant de cette série à découvrir. J'espère que je le caserai bientôt, histoire de dire que la boucle est bouclée et j'aurai au moins terminé une série
2022. Voilà, écoutez, d'ailleurs, le vrai sexe de la vraie vie, c'est pour l'instant une duologie, donc ça fait une série terminée. J'ai mis 13 sur 20 pour King of Scars, 3 étoiles sur Goodreads, et dans Copilot il atteint la note de 6,86. Ensuite, inopinément, j'ai dévié de ma palle des cartes grâce à Alicia qui m'a proposé via un MP sur Instagram une lecture commune de Rule d'Hélène Goodlet. C'est le tome 1 d'une duologie, donc j'ai commencé une nouvelle série. Pas bien, mais c'est pas grave parce que ça c'était trop bien. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 3 personnages qui sont nos 3 héroïnes, nos 3 personnages principaux. Elles n'ont vraisemblablement rien en commun, sauf qu'elles vont découvrir un beau jour qu'elles sont les 3 héritières du roi. Elles sont les 3 filles, elles sont donc demi-sœurs. Ce sont les 3 filles du roi et le roi les convoque en son palais pour leur annoncer déjà qu'elles sont ses filles et pour leur dire que l'une d'entre elles va devoir prochainement prendre sa place sur le trône. Et du coup, il y a un genre de compétition un petit peu qui va s'engager entre les 3. Alors, compétition, oui et non. En fin de compte, on n'a pas vraiment le temps d'appréhender ce côté compétitif entre les 3 filles parce qu'elles ont chacune un secret inavouable, un secret extrêmement grave, et qu'à la cour, il semblerait qu'une tierce personne soit au courant de chacun de leurs secrets et que cette personne est bien décidée à les faire chanter. Du coup, elles vont devoir très vite s'allier pour tenter de découvrir qui en veut à leur réputation et peut-être même à leur vie. C'était vachement chouette, c'était assez jeunesse, je dirais à partir de 14 ans, ça peut se lire facilement. Je lui ai mis une très bonne note, je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copilot il a atteint la moyenne de 8 tout rond. Les 3 petits éléments où j'ai mis un peu moins, j'ai mis 7 sur 10, c'est au niveau de l'atmosphère parce que je trouvais que c'était pas forcément ce qui ressortait le plus dans l'histoire. L'ambiance était sympa mais il n'y avait pas de très très fort suspense, sauf à la fin. Parce que cette histoire se termine par un cliffhanger monstrueux et je n'ai absolument aucune des réponses aux questions que je me suis posées. Donc il va falloir vite que je sorte le tome 2 que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc je devrais pouvoir le lire prochainement, même si c'est pas une priorité parce que ma priorité c'est lire les livres de ma palle que je possède moi. Donc on verra quand est-ce que je le sortirai. Ça au niveau de la logique aussi, j'ai trouvé que elle faisait des raccourcis qui n'étaient pas forcément justes. Du coup, elle se retrouvait un peu con-con. Alors que si elles avaient réfléchi 5 minutes, bon, bref. Mais 7 sur 10, c'est quand même pas une mauvaise note. Hein. C'est plutôt même une bonne note. Donc voilà, c'était vachement sympa. Et j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire parce que comme dit, j'ai plein de questions, plein de théories aussi. Le Discord entre Alicia et moi pour cette lecture commune, surtout vers la fin, c'était la folie. Ça n'arrêtait pas d'envoyer des messages dans tous les sens. C'était très très cool. Je suis contente d'avoir fait cette lecture, on va le sait, avec Alicia. Et peut-être pourquoi pas le tome 2 prochainement. Ensuite, dans ma palle des cartes pour un classique, j'avais choisi le classique le plus court de ma pile à lire pour me faciliter la vie. Et il s'est avéré que c'était La Petite Fadette de George Sand. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 2 frères qui sont jumeaux et qui sont nés dans une famille relativement aisée, une famille de paysans agriculteurs relativement aisés, bien vus dans le voisinage. Ça se passe vers le milieu du 19e siècle. Et ces jumeaux sont inséparables, ils font tout ensemble, ils sont inséparables. Jusqu'au jour où le voisin fermier a besoin d'un coup de main pour s'occuper de ses bêtes et va demander à son très cher voisin, le père des jumeaux, de bien vouloir lui louer les services, tout simplement, d'un de ses fils. Voilà, louer les services, c'est à peu près ça, il va l'embaucher. Un des jumeaux, mais il ne peut pas prendre les 2 à son service, parce que il a des sous, mais pas non plus suffisamment pour payer 2 employés. Donc, les jumeaux vont devoir se séparer, même si ils sont voisins. Alors, ça se passe au milieu du 19e siècle. Hein, donc, les hectares de terrain étaient bien plus étendus. Enfin, un hectare à l'époque, ça devait être la même chose qu'un hectare aujourd'hui. Mais je veux dire que chaque propriétaire avait plus de terrain que c'est le cas aujourd'hui. Donc, même s'ils sont voisins, genre, il y a une parcelle de leur terre qui se touche, mais ils habitent quand même pas non plus la porte à côté l'un de l'autre. Hein.
Donc, le jumeau le plus dégourdi, le plus fort psychologiquement et physiquement, va se dévouer et va partir pour travailler dans cette ferme. On va suivre en fait un petit peu leur évolution, l'évolution de chacun des frangins, principalement de celui qui est parti à la ferme. Au cours des quelques années qui vont suivre, je dirais on est sur une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Ils sont relativement jeunes, je pense qu'à la fin de l'histoire, ils doivent avoir dans les 18 ans, quelque chose comme ça. Et notre héros, donc, va faire la rencontre de la petite Fadette, qui est la petite fille d'une grand-mère, la grand-mère du village, qu'on croit un peu sorcière. Et on va suivre également la relation donc, entre le frère et la petite Fadette. C'est pas une histoire qui m'intéressait spécialement. Ça se lisait vite, il faisait moins de 200 pages. Il fait toujours moins de 200 pages. Donc voilà, je l'ai lu parce que c'était rapide, le style de l'autrice était sympa, il n'y avait rien d'extraordinaire. Sauf que, arrivé à un moment donné, arrivé là, donc quasiment à la fin de l'histoire, l'autrice nous a fait une envolée lyrique de monologues absolument incroyable et ça a changé complètement ma conception de l'histoire, ma vision et mon ressenti par rapport à cette histoire. Autant jusque-là, je m'intéressais pas forcément à ce qui se passait, les personnages étaient sympas, mais voilà. Hein. À partir du moment où elle a donné ses paroles dans la bouche d'un de ses personnages, waouh, bah j'étais hypée et j'étais à fond pour ce personnage en particulier et j'avais envie que l'histoire se finisse bien pour lui en fait, que voilà, voir où ça allait mener et du coup le côté intrigue a été un peu pimpé par ce monologue. Donc c'était une histoire effectivement sympa, qui n'a rien d'extraordinaire, c'est une histoire de campagne, une tranche de vie, avec les relations entre ces différents personnages. Ça n'a rien de fantastique. Ça se déroule dans le Berry, dont je suis originaire, plus ou moins. Je suis en région parisienne, mais j'ai vécu quasiment toute ma vie dans le Berry. Donc, c'était un peu proche de la maison, donc c'était cool. Voilà, c'était assez sympa. Bon, comme dit, c'était pas non plus extraordinaire. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Et dans Copail, il a atteint la moyenne de 7,14. Le prochain roman que j'ai lu en janvier, c'est ma lecture préférée pour le mois de janvier. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas celui qui a la meilleure note. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'ai lu le tome 2 de La Magie de Paris, le calme et la tempête d'Olivier Gay. C'était trop bien! C'est le tome 2, donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose de ce titre en particulier. Par contre, je peux vous dire que dans le tome 1, on va faire la rencontre de Chloé, qui va sauver la vie d'un de ses camarades de classe qui s'appelle Thomas, alors que celui-ci est sur le point de se faire embrocher par un monstre, vraisemblablement assez doué en escrime. Chloé est elle-même très douée en escrime. Elle a été sélectionnée pour les championnats régionaux, je crois. Et c'est notamment grâce à ses talents qu'elle va sauver la vie de Thomas. Ce faisant, elle va découvrir que dans Paris, il y a des failles qui apparaissent et que de ces failles émergent des ghouls qui sont bien décidés à semer la terreur dans le monde des humains. Et Thomas est un des mages qui s'occupe de surveiller ces failles et de normalement les refermer. Elle va donc être plongée dans ce nouvel univers qu'elle ne connaît pas, même si on reste à Paris. Et on va suivre avec elle l'évolution un peu de ses relations avec les autres mages, de sa vie quotidienne avec sa maman célibataire qui est complètement, démissionnaire. Sa mère, alors, rien à foutre de sa fille. Mais pas non plus dans le sens où... mais pas dans un sens méchant, mais juste dans un sens... oh tiens, t'es là... ouais. Sa mère fait sa vie comme si elle n'avait pas d'enfant, en fait, en gros. Avec ses copines au collège... Au lycée, pardon, au collège, n'importe quoi. Au lycée, je dirais plutôt. Voilà, donc comment lier les uns avec les autres. Et c'était vachement chouette. J'avais moins aimé le tome 1 parce que c'était assez jeunesse. Mais comme j'ai lu le tome 1, je savais à quoi m'attendre avec ce tome 2. Et l'humour grivois et un peu lourd parfois d'Olivier Gay m'a beaucoup plu. J'ai adoré dans ce deuxième tome. On est sur un récit ado, hein, entre 14 et 16, je dirais. Mais ça me fait marrer. Ils ont réparti les personnages là-dedans. J'ai noté quelques petits passages qui m'ont plus marqué. Un truc drôle, une réflexion intelligente et un passage un peu plus
Oh, voilà, à peu près. C'était très chouette. Nouveau cliffhanger, même si je trouve que la tension était plus présente à la fin du tome 1. Là, ils sont quand même pas mal dans la mouise, nos personnages, donc j'ai hâte de lire le tome 3, qui sera le dernier et qui me permettrait de compléter une série. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile, il a atteint la moyenne de 8,43. C'était ma meilleure lecture du mois de janvier, mais ce n'est pas le roman auquel j'ai mis la meilleure note, puisqu'en janvier, j'ai également relu Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors, La magie de Paris, dans ma palle des cartes, c'était pour... Ouais, je sais plus, je vous le noterai là, je suis désolée, j'ai oublié. Et je devais relire Orgueil et préjugés parce que j'étais tombée sur la case le roman le plus lu dans ma pile à lire. Et c'est aussi pour ça que j'ai viré les autres éditions des romans que j'avais déjà lus, parce que c'est la deuxième fois en 3-4 mois que je relis Orgueil et préjugés. C'est mon roman préféré de tous les temps, donc ça m'a pas tellement dérangé. Mais si je pouvais éviter d'avoir à lire de nouveau une version d'Orgueil et préjugés dans les mois à venir, ça m'arrangerait. Je l'ai tabé du sol au plafond. En gros, pour chaque chapitre, j'ai mis une petite note. C'est un petit peu la réplique iconique, la réplique culte de ce chapitre. J'ai adoré ma relecture, d'autant que je l'ai faite en lecture commune avec Caroline, qui, elle, découvrait l'histoire. Et c'était vachement sympa de voir un petit peu ses réflexions au fur et à mesure qu'elle découvrait les personnages, les décors, les relations, les réflexions des uns et des autres. C'était très très chouette. Évidemment, je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et il a reçu 10 dans Copile. C'est mon roman préféré de tous les temps. Donc il était hors catégorie pour le roman préféré du mois de janvier. Parce que sinon, il aurait gagné le bracket de la fin de l'année avant même qu'on soit arrivé en février. Donc c'était idiot, ça aurait été idiot de ma part de mettre celui-ci en compétition avec les autres. Donc j'ai mis mon deuxième roman préféré du mois de janvier. J'espère que vous comprendrez et que cette décision ne vous choquera pas. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Elizabeth Bennet, qui est la seconde de 5 filles dans la famille Bennet, qui est une famille bourgeoise, aisée, voilà, de la bourgeoisie britannique. Et Madame Bennet, la mère de famille, n'a qu'une seule obsession, marier ses filles et les marier bien. Le jour où Monsieur Bingley va débarquer à Netherfield, la grosse propriété juste voisine de leur maison de Longbourn, elle veut absolument que ses filles, enfin au moins une de ses filles, pas tous, hein, mais qu'une de ses filles mette la main dessus, mette le grappin dessus pour être bien mariée. Et Monsieur Bingley, en arrivant, n'arrive pas seul. Monsieur Bingley vient avec ses sœurs, le mari d'une de ses sœurs, et Monsieur Fitzwilliam Darcy, mon héros, qui est un jeune homme assez... pas prétentieux, mais très sûr de lui, très important et il le sait, et un peu, même très orgueilleux et bourré de préjugés, tout comme est bourré de préjugés Elisabeth, et tout comme Elisabeth est pleine d'orgueil. Et bah, vous vous doutez bien que il va y avoir des étincelles entre ces deux-là. C'est un roman que j'aime de tout mon cœur. C'est la plus belle histoire d'amour de tous les temps, pour moi. Enfin, une des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Voilà, je l'aime d'amour. N'hésitez pas à lire ce livre, n'hésitez pas à regarder les adaptations qui existent de cette histoire. La meilleure à mon sens c'est celle avec Colin Firth parce que c'est la plus longue, donc forcément on en profite plus longtemps. Il y a plus de choses qui sont adaptées, qui sont abordées, donc voilà, c'est une des meilleures versions de cette histoire et je vous la conseille comme d'habitude, hein, toujours de tout cœur. Et c'était le dernier titre de ma palle des cartes pour le mois de janvier, mais j'ai réussi, les amis. J'ai réussi à lire ma lecture bonus en VO. Shaman Born, le tome 1, Forest of Souls de Laurie M. Lee. Et je suis trop fière. Je l'ai lu en version physique et j'avais la version audio pour aller un petit peu plus vite en même temps. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Saoirse, qui est en train d'être formée par l'ombre de la reine. L'ombre de la reine, c'est une femme qui en fait est un espion et un assassin. Ça fait très longtemps qu'elle occupe ce poste et elle est à la recherche d'un nouvel apprenti pour que quelqu'un puisse reprendre sa place une fois qu'elle sera partie ou décédée en service. Saoirse fait partie de ses potentiels apprentis et Saoirse est une orpheline. Elle a été recueillie très très jeune, mais elle ne sait pas trop d'où elle vient. Un beau jour, elle va se rendre compte qu'un des autres apprentis de l'ombre de la reine est envoyée sur une mission, et comme Saoirse veut absolument devenir elle-même l'apprentie de l'ombre de la reine, elle va voler plus ou moins la mission de l'autre apprenti.
Donc, elle va se rendre là où lui-même était censé se rendre, et elle va tomber dans un piège, enfin ce qui ressemble à un piège, au cours duquel sa meilleure amie va mourir. Elle va mourir. Sauf que Saoirse, on ne sait pas comment, va réussir à ressusciter son amie. Ce faisant, elle va s'attirer l'attention du roi araignée. Alors, c'est pas vraiment un roi, mais c'est le titre qu'on lui a donné. C'est un peu un dignitaire, un ambassadeur qui s'assure que la paix est maintenue entre les royaumes du Nord et les royaumes du Sud, et qui s'assure également que la forêt damnée, la forêt des âmes, reste bien où elle est, n'avance pas, et surtout que les âmes qu'elle contient, qui sont maudites et qui dévorent toutes les personnes qui oseraient entrer dans la forêt, restent bien dans la forêt. Saoirse va donc être appelée à lui pour potentiellement développer ce pouvoir qu'elle vient de découvrir et l'aider dans sa tâche de repousser les âmes dans la forêt. Je vais m'arrêter là pour le résumé. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans cette histoire et je l'ai beaucoup aimé, je suis contente. Je lui ai mis 15 sur 20 sur les verdicts, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile, il a obtenu la note de 7,57. J'ai presque tout aimé dans cette histoire, les personnages, l'histoire en elle-même, le côté intriguant, j'avais absolument envie de savoir ce qui allait se passer. L'atmosphère était sympa, très creepy quand on était dans la forêt. Mon Dieu. Et alors, dois-je vous rappeler que le mec, c'est le roi araignée. Je faisais pas la maline quand il s'agissait des bestioles à 8 pattes. Parce qu'on en voit quelques-unes. C'était pas très ragoûtant. Mais c'était quand même vachement bien. J'ai mis quelques petites tabs avec à des citations que je trouvais sympas, jolies, importantes, rigolotes. Voilà. Donc j'ai passé un très très chouette moment. Il n'est pas traduit en français, il ne me semble pas, je ne sais pas s'il le sera, mais c'était très chouette, c'est de la fantasy. Et alors, il n'y a pas du tout de romance dans cette histoire. En général, les titres en VO que je lis, c'est plutôt de la fantasy romance. Là, il n'y a pas du tout de côté romantique. On a une magnifique relation entre Saoirse et Sengo, sa meilleure amie. Mais ce n'est pas une relation romantique, c'est vraiment une belle histoire d'amitié. Elles sont presque sœurs, tellement elles sont proches. Et j'ai trouvé ça très chouette. Je pense qu'il y a moyen que dans la suite, le tome 2, je ne sais pas si ce sera une duologie ou une série plus longue, il y ait un petit côté romantique. Parce qu'on a deux personnages masculins qui pourraient être des love interest. À voir. Et alors la fin du tome 1, eh ben c'est la mouise, là encore. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais ça craint. Donc, je suis très curieuse de lire la suite, que j'ai déjà en version numérique. Donc je vais essayer de voir, je sais pas s'il leur reste des exemplaires du tome 2 chez Fairyloot, je crois pas. Mais c'était très chouette, je suis contente. Et j'ai réussi à compléter l'intégralité de ma palle, plus ma palle des cartes, pour le mois de janvier. Et ça, c'est très très cool. Et voilà tous les titres que j'ai réussi à lire en janvier, plus Du Roi je serai l'assassin et King of Scars. Je suis contente, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 titres. Je vous l'ai dit en tout début de cette vidéo, je n'avais pas besoin de recompter. Ça fait 9 titres, donc 9 et 7 de moins dans ma pile à lire. C'est plutôt pas mal pour un mois de janvier. J'espère que le reste de l'année va continuer sous ces bons auspices. C'est parti pour. On est le 3 février, j'ai déjà terminé un des livres de ma palle des cartes du mois de février. Et il y en a de nouveau pas mal dans ma palle. Donc on va voir comment je m'en sors. En tout cas, là, je suis très contente d'avoir atteint cet objectif. Et surtout, d'avoir lu ma lecture bonus en VO. Parce que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas réussi à lire ma lecture bonus en VO, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire comment s'est déroulé votre mois de janvier au niveau des lectures. Est-ce que vous avez réussi à lire tout ce que vous aviez prévu? Est-ce que vous avez un nouveau coup de cœur? Est-ce qu'il y a un livre que vous avez abandonné? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!